Donc voilà, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf chercheur dédié aux IA. Donc le thème d'aujourd'hui, donc comme vous le voyez affiché tout en haut, sont les IA, donc intelligence artificielle. Quel défi pour demain? Et pour répondre donc à cette question, j'ai l'honneur de recevoir donc Emmanuel Vincent, qui est chercheur INRIA. Bonjour. Le voici. Alors est-ce qu'on nous entend bien en tout cas? Donc tout va bien, je pense. Tout a l'air d'aller bien. Très bien. Bah, merci en tout cas donc d'avoir accepté cette invitation sur Twitch, que je crois que c'est votre première fois aussi sur ce réseau. C'est ma première. Donc merci. J'espère qu'on fera un bon accueil avec des questions passionnantes. Donc comme je vous avais rapidement présenté, donc chercheur INRIA, donc peut-être une première question déjà, qu'est-ce que c'est l'INRIA alors? L'INRIA, c'est l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique. C'est un institut qui emploie près de 4000 personnes. On est à 9 endroits différents en France. Et moi, je suis à Nancy. D'accord. De Nancy, c'est ça, ouais. C'est ça, oui. À quel poste, du coup, en termes de responsabilité? Alors, je suis directeur de recherche, c'est-à-dire un poste de chercheur déjà un petit peu senior. Oui. Je travaille dans une équipe qui sur la parole, donc sur les interfaces vocales, qui est commune avec l'Université de Lorraine et le CNRS au sein d'un laboratoire qui s'appelle le LORIA, qui est le laboratoire d'informatique de Nancy. D'accord. Et donc quand vous dites ça, en fait, finalement, on n'entend même pas trop le terme IA, donc c'est vrai, quel est le lien alors avec, dans votre travail au quotidien finalement avec les intelligences artificielles? Alors, l'intelligence artificielle, ça regroupe tout un tas de sciences et de technologies qui visent à modéliser l'interaction entre humains, à faciliter l'interaction des humains avec des objets ou des connaissances. Ça peut être des ordinateurs, des robots ou des services, etc. Et une bonne partie de l'IA cherche à reproduire la perception humaine, donc la vision, l'audition et les interfaces vocales, ça rentre complètement là-dedans puisqu'il s'agit de reproduire et parfois de faire mieux, mais pas toujours, la faculté humaine à comprendre la parole et à parler. D'accord. Donc là voilà, ça c'est pour le travail. On voit déjà une première question qui nous dit de parler du poste, de faire de l'enseignement. Quel est le parcours en fait finalement de ce poste? Comment est-ce qu'on en arrive là alors, si c'est un poste un peu senior? Alors donc j'ai commencé mes études supérieures en maths. Ensuite j'ai eu la chance d'être dirigé par le OUIDIR vers un master, donc à l'époque ça s'appelait un DEA, et aujourd'hui un master 2 sur la musique, donc qui couvrait de l'informatique, de la physique et puis du traitement du signal pour la musique, qui était à Paris. Suite à ça, j'ai fait un doctorat sur le traitement de la musique à Paris. J'ai été 2 ans en Angleterre, puis j'ai été recruté par INRIA en 2006 à Rennes. J'ai passé 6 ans à Rennes et là ça fait 10 ans que je suis à Nancy. D'accord. Je montrais un peu la page LinkedIn qui résume un peu. Voilà. Je peux parler un petit peu rapidement, mais je pense qu'on reviendra dessus tout à l'heure, de ce qu'est mon travail au jour le jour. Évidemment, il y a un travail de recherche qui est la plus grande partie de notre travail, mais il y a aussi des tâches d'enseignement, des tâches collectives d'administration de la recherche. Également, on encadre des jeunes étudiants, donc il y a un aspect formation au-delà de l'enseignement. Voilà, il y a toutes ces tâches en fait dans le travail d'un chercheur universitaire et je pourrais développer ça tout à l'heure. Oui. Attendez juste, j'avais pas coupé mon portable son. Hop. Une autre question de Splagada qui d'ailleurs est très impliquée dans les IA, alors forcément ça l'intéresse. Devez-vous lever des fonds pour des projets ou est-ce purement académique? En fait, INRIA, comme tous les instituts de recherche aujourd'hui, cherche à ce que les résultats des recherches profitent à notre économie et notre société. Donc oui, on collabore avec des entreprises sous différentes formes. Ça peut être de l'encadrement d'étudiants qui font un travail de recherche dans les entreprises. Ça peut être des contrats de recherche partenariale
Et également, on collabore avec des institutions hors entreprise, par exemple des hôpitaux, des associations, pour faire en sorte que les résultats de nos recherches aient l'impact concret le plus important possible. D'accord. Bon, ça fait une bonne... Et du coup, on voyait effectivement ça, j'avais présenté ça sur la page LinkedIn, que vous êtes aussi cofondateur donc d'une boîte, une start-up qui s'appelle donc Nishta. Oui. Alors ça, peut-être qu'on peut en parler aussi un petit peu, j'avais même trouvé la page. Donc, en fait, mon travail dans l'équipe, alors je peux développer un petit peu ça, sur les interfaces vocales. On s'intéresse à la reconnaissance de la parole, qui est la transformation de la parole en texte, la synthèse de la parole, qui est l'opération inverse, transformer du texte en son. Et toutes ces technologies aujourd'hui reposent sur l'IA, et en particulier des IA basées sur l'apprentissage automatique, qui, on va développer ça un petit peu après, je pense, qui repose beaucoup sur des données. Et ces données, souvent, elles viennent de nous, elles viennent des utilisateurs qui vont, en utilisant des interfaces vocales, se faire enregistrer leur parole, et cette parole, sous certaines conditions légales qu'on pourra également développer après, cette parole va être utilisée pour entraîner l'IA. Et ça pose potentiellement des questions de respect de la vie privée, puisque dans les mots que je dis, dans ma voix, la façon dont je le dis, tout ça, ce sont des données personnelles, et même des données personnelles sensibles. Et donc la loi européenne, mais aussi le désir des utilisateurs, est de protéger ces données pour que les entreprises qui développent ces technologies sachent pas tout de notre vie mieux que nous-mêmes. Et donc, on a développé dans mon équipe une solution d'anonymisation de la voix qui permet en fait d'apprendre de créer des IA, en particulier pour la reconnaissance de la parole, sans l'aspect négatif de non-protection de la vie privée. Et cette technologie-là, qui est vraiment quelque chose d'innovant, qui n'avait pas d'équivalent sur le marché, on l'a transformée en produit qu'aujourd'hui on commercialise avec une start-up que j'ai créée avec l'étudiant qui a fait ce travail de recherche avec moi et avec deux autres collègues d'INRIA. D'accord. Qui sont, enfin, si vous voulez les citer, peut-être ça peut faire plaisir. Oui, très bien. Donc l'étudiant, il s'appelle Bridge Srivastava, et mes deux autres associés s'appellent Arash Hosseini et Nathalie Vauquier. D'accord. Et bonjour à David Libaud, donc apparemment qui arrive sur le chat pour la première fois. Je vois. D'accord. On va passer donc effectivement là-dessus. Donc ça, c'est un peu la présentation, et comme je l'avais montré tout à l'heure, on reviendra sans doute à la fin sur finalement le travail au quotidien, puisque là, on commence à peine à toucher le sujet de l'IA. Alors attendez, je nous remets un peu à deux. Hop, voilà. Et je vais remettre le programme. Voilà, du coup le deuxième grand point en tout cas par lequel on voulait commencer, même je vous avais soumis ce plan, vous étiez d'accord pour préfériez commencer comme ça, c'est finalement revenir sur l'emballement récent qu'il y a eu dans les IA, parce que finalement l'IA, c'est un truc que tout le monde connaît depuis longtemps. Ça faisait beaucoup de fantasmes de science-fiction dans toute la littérature, dans tous les films, etc. Et au final, en un an, là, tout a un peu changé, vu qu'avec ChatGPT pour le texte, Midjourney pour les images, et il y a d'autres logiciels moins connus, en tout cas moins médiatiques pour tout ce qui est voix, justement, musique, etc. Tout a un peu changé finalement. Donc, pour vous qui justement avez suivi ça, comment est-ce que vous avez vu cette évolution ? Je crois que en coulisses, c'était un peu quelque chose de connu, peut-être, ou en tout cas, on s'attendait, on voyait ça venir. Oui, donc effectivement, je vais aller encore un petit peu plus loin dans le passé pour expliquer comment on en est arrivé là aujourd'hui. Au début, dans les années 60 et un petit peu avant, l'IA était beaucoup conçue comme du raisonnement sur des connaissances avec des règles logiques du style si j'habite à tel endroit et que telle autre personne habite au même endroit, alors peut-être on se connaît, ou aux échecs, telle pièce elle peut être déplacée selon tel mouvement, mais pas selon tel autre, donc avec des règles et du raisonnement logique. Et ça a assez rapidement trouvé ses limites, puisque
le nombre de règles et le nombre de connaissances, il est très très important, et un humain, il aura du mal à tout définir manuellement, définir toutes ces règles et toutes ces connaissances. Donc il y a une question de passage à l'échelle, on dit dans notre jargon, d'arriver à vraiment couvrir l'ensemble des connaissances et des choses qu'un système d'IA aurait besoin de connaître. Et donc ça c'est resté en fait la réalité, et pendant des dizaines d'années, il y a eu des progrès, mais à chaque fois on s'est heurté à un mur, en gros. Et au début, vers 2005-2010, il y a une vague d'IA qui a émergé autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'apprentissage profond. Donc le deep learning, donc voilà, c'est ça. Ça en anglais aussi. Ouais. Exactement. Donc, et je voyais rapidement Splagada qui disait celui qu'on voyait avant, c'était tous les arbres if-then, c'est-à-dire les si. Enfin, exactement. Comme vous disiez, c'était juste on disait si c'est comme ça, vous faites ça. Sinon, les arbres de décision, c'est une séquence de règles logiques en fonction de la valeur des données qui va marcher. C'est pas une sur les réflexion données numériques. Et donc un réseau de neurones, en fait, c'est une série de transformation de données numériques. Donc on va d'abord représenter des concepts sous forme numérique. Donc des fois c'est déjà numérique. Par exemple, si je mesure la température ou la pression dans un tuyau, c'est déjà une valeur numérique. Du texte, c'est pas numérique, ce sont des lettres. En français, on a un certain nombre de lettres, c'est un ensemble fini de lettres. Et donc, plutôt que de représenter ça comme des valeurs individuelles, on va représenter ça sous forme numérique. Ensuite, on va appliquer une série de transformations numériques qui vont transformer ces nombres dans d'autres nombres, jusqu'à arriver à un résultat qui correspond au problème qu'on veut résoudre. Par exemple, dans le cas du texte, on va y venir tout à l'heure, dans le cas de GPT, la tâche qui est posée, c'est voilà un bout de texte, maintenant génère-moi la lettre d'après ou le mot d'après. Et donc la sortie du réseau de neurones va être des valeurs numériques qui indiquent si telle ou telle lettre a plus de probabilité d'être la lettre suivante. C'est un exemple parmi d'autres. Donc c'est ça qui est le plus compliqué à comprendre, je pense, pour le grand public aussi, c'est le côté... on se demande finalement, parce que ça paraît presque magique de voir d'un seul coup un texte apparaître. Oui. Finalement, c'est aller dans le détail en même temps, c'est compliqué, j'ai l'impression, pour vraiment résumer la chose. Mais comme vous dites, c'est vraiment chaque mot finalement, c'est quel est le mot le plus probable en tout cas, pour former une phrase derrière. Alors, c'est pour ça que quand on voit que ça donne des faits, par exemple, c'est un peu, ça s'est entraîné sur Wikipédia, donc forcément il va avoir vu certains mots revenir souvent, mais finalement il donne juste qu'est-ce qui est le plus probable et il s'en fiche de savoir si c'est vrai ou pas. Enfin, il n'y a pas un côté. Oui, tout à fait. Donc on peut, il y a beaucoup de travaux qui cherchent à analyser finalement derrière cette apparence magique, comment ça peut fonctionner, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le système d'IA a vraiment compris. Quelles règles éventuellement il a été capable de comprendre à partir des données qu'il a observées. Dans le cas du texte, les systèmes arrivent à analyser beaucoup de choses. Donc il y a ce qui relève de la sémantique, c'est-à-dire le sens du texte. Ça veut dire que le modèle il va être capable de comprendre est-ce qu'on est en train de parler d'économie, de pêche, de cuisine, etc. C'est pas les mêmes termes qui sont utilisés, et donc il va y avoir une cohérence dans le sens du texte. Il va également comprendre la syntaxe, c'est-à-dire l'aspect de la grammaire du texte pour faire des phrases qui sont grammaticalement correctes, où le sujet et le verbe ils sont bien accordés, etc. Et il va combiner toutes ces différentes formes, tous ces aspects en fait de ce qui est un texte bien formé pour générer le prochain mot. Et effectivement, il peut y avoir, quand on regarde cette tâche-là, des prochains mots qui sont cohérents sur le plan du sens et sur le plan de la grammaire, mais qui ne sont pas la réalité. Et donc, dès qu'on parle de faits, du style « telle personne est née à telle date », en fonction du nom de la personne, il peut peut-être deviner un peu la date, mais s'il ne la sait pas, ça va forcément être faux. Oui. Mais il va quand même dire, du coup, il va pas dire je ne sais pas quelle est la date, il va dire il est né le 14 juin 2000, mais c'est juste parce que c'est probable, par exemple. Tout à fait. Il va peut-être savoir que s'il met 1200, ça va peut-être, il a pas été entraîné par beaucoup de gens qui sont nés en 1200, mais il risque de mettre 1940, 50, etc., quoi.
Et donc c'est ça en fait finalement oui. C'est pas une réflexion. Du coup, c'est pas encore une réflexion. Voilà, c'est plus un côté plus probable. Ouais. Oui. Et donc, si je reviens sur votre question initiale qui était comment en est-on arrivé là. Donc, cette idée, en fait, les réseaux de neurones, ça existe depuis longtemps. Hein, et dans les années 80, il y avait beaucoup de recherches déjà à ce sujet. Et il y a eu un boom il y a une dizaine d'années qui a commencé, qui est lié à plusieurs facteurs. D'abord, la quantité de données accessibles a beaucoup augmenté avec la numérisation massive de toutes les connaissances, toutes les données publiques, en tout cas ouvertes sur Internet. Et d'autre part, avec l'augmentation des capacités de calcul. Aujourd'hui, ces réseaux de neurones, ils sont appris sur des GPU, donc des cartes de gamers au départ. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment des cartes professionnelles. D'ailleurs, j'avais une petite image de ça. Enfin, d'ailleurs, c'est Splagada qui m'avait aussi donné quelques images, comme qui connaît. Il y avait par exemple les A100, c'est ça aussi, je crois, qui était en tout cas ce qui servait pour la génération actuelle finalement. Oui, tout à fait. De GPT. Donc c'est ça finalement qui entraîne les IA, c'est ça. C'est vraiment, effectivement, c'est le même fonctionnement que des cartes cartes graphiques comme ce que j'ai moi sur mon ordinateur, mais mais en tout cas voilà, mais en version beaucoup plus grande, beaucoup plus exactement. Plus massive, c'est le même principe. L'idée est que en fait de même que quand on génère une image dans un jeu, différentes zones en haut à droite, en bas à gauche, etc. de l'image peuvent être générées en parallèle. Dans les réseaux de neurones, ces transformations des données, elles sont parallélisables. Donc on va pouvoir faire plusieurs calculs en même temps. Ce qu'un GPU peut faire et qu'un CPU peut beaucoup moins facilement faire. Oui. Donc ces deux facteurs-là, plus de données et plus de calcul, plus de capacité de calcul, ont permis d'augmenter la taille des réseaux de neurones. Et si maintenant on compare au cerveau humain, en fait dans le cerveau humain, chaque neurone il est relié à quelques centaines ou de l'ordre de quelques milliers en fait, jusqu'à 10 000 autres neurones. Ce qui fait vraiment la puissance du cerveau humain, c'est le nombre total de neurones. Et aujourd'hui, les réseaux de neurones les plus gros de type GPT ont atteint cette taille-là. Il y a le même nombre de réseaux de neurones artificiels que dans le cerveau humain. Et donc, on est, même si ce qu'ils sont capables de faire, ces IA, est quand même très loin encore d'être comparable à ce que peut faire le cerveau humain. Il y a des choses qui font vraiment très bien, typiquement générer des textes, se souvenir de choses qu'ils ont vues et que nous, on n'aurait pas forcément retenues. Et donc la raison de l'emballement est là, ça a démarré vraiment il y a une quinzaine d'années, et puis en allant vers des modèles de plus en plus gros et de plus en plus de données, on arrive assez naturellement à ce qu'on constate aujourd'hui. D'accord. Ah oui, du coup, Splagada disait que les prochaines, c'est la course à l'armement. Parce que c'est vrai qu'après, il y aura d'autres évolutions encore. C'est en train d'être mis en place, je crois, pour la rentrée aussi, de passer au H100 justement, en termes de encore de nouvelles cartes graphiques finalement plus puissantes. Effectivement, donc il y a une course pour augmenter la capacité de calcul. On estime les estimations divergent, mais que la puissance de calcul disponible sur les GPU, ça double à peu près tous les un peu plus de 2 ans. Il y a également une course à la quantité de données, donc avec de la collecte massive de données souvent personnelles auprès des utilisateurs. Et tout ça a une limite parce que autant la capacité de calcul on peut augmenter, mais bon, il y a un moment, il y a des limites énergétiques aussi et environnementales à ce qu'on peut faire. La quantité de données, elle aussi, il y a des limites, et pour certaines langues, puisqu'on parle de texte, il y a des langues pour lesquelles on sait déjà aujourd'hui que ça ne sera pas possible de développer des outils de type ChatGPT, parce que la quantité... C'est-à-dire, par exemple c'est-à-dire en France, par exemple, le basque ou le corse, ou en Europe, le hongrois, des langues pour lesquelles le nombre de locuteurs est trop faible et le nombre de ressources de texte disponibles est significativement inférieur à ce qu'a nécessité ChatGPT. C'est vrai que ça fait une inégalité aussi finalement entre ça marche vraiment avec les langues vraiment très populaires, ou en tout cas très répandues dans les bases de données, quoi. Oui.
D'accord. Alors, avant de passer à la prochaine partie, d'ailleurs, je vais prendre une question à moi et ensuite je prendrai encore celle de Splagada. Mais il y a déjà d'abord, je vois Fetachus qui dit pour passer inaperçu, il faut apprendre une langue régionale. C'est vrai que du coup, les ch'tis peut-être, comme je sais qu'il est aussi du Nord, Fetachus, on est un peu tranquille, on peut pas faire un chat GPT en ch'ti pour l'instant, il n'y a pas assez de. On serait pas non plus facilement reconnu peut-être sur les réseaux. Oui, alors on peut pas, mais d'un autre côté. Tous ces outils linguistiques en général, c'est critique pour la sauvegarde, l'enseignement, la diffusion de la diversité linguistique. C'est-à-dire que si, comme l'usage de toutes ces interfaces se répand, si l'interface elle n'est pas disponible dans votre langue, vous allez avoir tendance à apprendre l'autre et à utiliser l'autre de plus en plus. Et donc le fait qu'il n'y ait pas d'outils numériques aujourd'hui est un vrai frein pour maintenir et même développer les langues régionales. Donc il y a un effort en France, le ministère de la Culture et en Europe, ceux des autres pays, poussent vraiment à l'apprentissage de modèles pour toutes les langues officielles et même les dialectes, les langues régionales, les langues d'outre-mer et même des langues qui sont très différentes du français, qui sont parlées sur nos territoires, comme les dialectes arabes, par exemple. Okay. Alors juste, j'avais une petite question, on en parlait rapidement, mais vous disiez qu'il y aurait une limite énergétique, mais ça, c'était une des vraies problématiques actuelles, en tout cas, quand on voit tout ce qui est question de sobriété. Mais à quoi s'attendre, en tout cas, en termes d'impact? Est-ce que ça, il y a des études qui sont vraiment faites sur l'impact du bilan carbone, finalement, ou le bilan peut-être en terres rares, matériaux rares, pour concevoir justement tout ce qui est les GPU, etc. Il y avait eu d'ailleurs quelques pénuries aussi de cartes graphiques il y a quelques années. Donc, quel est l'état des lieux des problématiques comme ça et la projection sur les années à venir? Oui, alors donc il y a des études effectivement. Faut voir que déjà de manière générale, l'impact carbone du numérique, pas que de l'IA, donc vraiment le numérique en général, il est important et qu'il est croissant. Il y a par exemple, pour citer un autre exemple qui est bien connu, la blockchain est aussi très très gourmande. Alors certaines blockchains, pas toutes, sont aussi gourmandes. Bitcoin, etc. aussi. En ce qui concerne l'IA, une autre chose qui est contre-intuitive mais qui est important de rappeler, c'est que on insiste souvent sur l'énergie et le coût même financier d'entraîner l'IA, parce que c'est des gros modèles, beaucoup de données, etc., comme on l'a dit. Et donc c'est typiquement des centaines de milliers ou des millions d'euros qui sont dépensés pour apprendre des gros modèles comme ça. Et donc en matière de coût carbone, c'est important. Cependant, l'usage de l'IA, une fois qu'elle a été développée, a un coût carbone encore beaucoup plus important. Chaque usage individuel... Justement, il y avait une question de combien coûte pardon. Oui. C'est bon, je pensais que j'étais bloqué. Combien coûte une requête ChatGPT, effectivement, en termes de... Alors, je peux pas vous dire le nombre de grammes de carbone, mais en fait, en gros, chaque requête individuelle, ça coûte à peu près autant que une donnée d'apprentissage. Les données d'apprentissage, il y en a quelques centaines de milliards, et donc comme le nombre d'utilisateurs est très important et que chacun ne va pas faire qu'une seule requête, on va assez rapidement dépasser les centaines de milliards de requêtes, et donc le coût, il va augmenter en proportion de ça. Oui, d'accord. Chaque requête en soi, c'est pas énorme, du coup. C'est pas quelque chose qui consomme, parce que... Non. On avait dit, enfin, Splagada, par exemple, il exagère un peu, je pense, il disait on brûle une forêt à chaque fois qu'on utilise une requête, mais c'est pas... c'est l'ensemble des choses, en tout cas, qui va être... peut-être un peu énorme. Là, mais même une chose aussi simple qu'envoyer un email, c'est un bilan carbone qui est pas nul, donc qui est pas extrêmement différent d'envoyer une lettre par la poste. Donc il faut quand même bien réfléchir avant d'envoyer un mail. Oui, je vois ça. Alors, je vous avais prévenu tout à l'heure, il y a un petit raid qui nous vient de nous arriver, donc 29 personnes qui viennent d'une chaîne que je ne connais pas, Top Clean, mais bienvenue. Donc on est avec Emmanuel Vincent, donc de chercheur à l'INRIA, et donc on parle de l'IA et les défis en cours. Donc voilà. C'est plus pour faire un peu la présentation rapidement. Oui, d'accord, donc là au moins ça fait un bon truc. Ah oui, et Splagada précise, où est-ce qu'il y a peut-être parce qu'il y a beaucoup de requêtes. C'est vrai, qu'est-ce qui est le plus impactant alors? Est-ce que c'est le nombre de requêtes ou est-ce que c'est
C'est le nombre de requêtes, parce que vraiment, si le produit est utilisé commercialement, le nombre il va dépasser très vite la quantité de données d'apprentissage. D'accord. Attendez, j'écrivais juste. Hop. Alors, d'ailleurs, je sais pas trop s'il y avait une autre question. Je crois que j'avais raté. Oui, il y avait une question de Splagada qui était un peu plus précise, mais pouvez-vous expliquer le pourquoi de la différence de réponse entre un GPT-2 qui était un bête chatbot et un GPT-3 qui a généré cette espèce de singularité entre guillemets. Bon, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une grosse évolution entre les deux, entre ChatGPT 2 et 3. Oui. Alors, le terme de singularité est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, on constate des comportements émergents. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le GPT, il est entraîné à prédire un mot à partir d'une séquence de mots qui précède. Et donc, à aucun moment, on l'a entraîné pour dire qu'il faut raisonner sur les données qu'on lui donne. Or, on constate que c'est un comportement émergent. Alors, toutes les formes de raisonnement ne marchent pas, mais on peut tester des choses du style Marie est la sœur de Paul et Jean-François est le frère de Marie. Est-ce qu'il est le frère de Paul? Et il va être capable de dire oui, parce qu'il a raisonné, alors qu'à aucun moment on a forcé ce type de raisonnement dans le modèle. Et ces comportements, donc on dit émergents dans le sens où ça n'a pas été rentré manuellement dans le modèle, ils apparaissent expérimentalement que quand les modèles sont suffisamment gros. Et donc, plus gros modèle et plus de données égale plus de comportements émergents. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et c'est un sujet de recherche, en fait, comment mieux raisonner et comment être capable de faire ça avec pas forcément autant de données d'apprentissage. On le constate expérimentalement. D'accord. Bon, avant de passer à la suite, si quelqu'un a une question, même parmi les nouveaux venus, en tout cas, mais si vous avez des questions sur ça, sur l'emballement, on n'a pas trop parlé, on a un peu fait le tour, en tout cas en termes technologiques justement, et justement de conception, mais si vous avez d'autres questions, voilà, c'est le moment. Splagada rajoute qu'on le constate simplement, d'accord. C'est vrai que oui, en fait, c'est ça qui est là assez amusant quand on parle avec les chercheurs en IA, c'est qu'il y a un côté, ça fonctionne et on sait pas encore complètement non plus exactement, enfin, c'est tellement complexe en termes de configuration, l'ensemble des réseaux de neurones, que personne ne peut être vraiment capable d'expliquer concrètement pourquoi ça marche. En fait, il y a eu, sans être trop technique, je peux essayer d'expliquer ça, parce que c'est vraiment très surprenant pour les chercheurs en IA. Pendant très longtemps, on a cru que la quantité de choses qu'on pouvait apprendre d'un ensemble de données devait forcément être beaucoup plus petite que la quantité de données elle-même. Et en fait, on s'est rendu compte au moment de cette vague du deep learning que c'était pas vrai. Donc aujourd'hui, on a des modèles qui sont appris sur des ensembles de données qui sont plus petits, et malgré tout, ils marchent très bien. Donc il y a un comportement qui est contre-intuitif par rapport aux connaissances qu'on avait avant, ce qui pour un chercheur est très motivant en fait, quand on constate des choses qui changent notre vision du monde, on va regarder, on essaye de comprendre. Donc aujourd'hui, il commence à y avoir quelques explications, mais c'est vrai que globalement, dans le domaine du deep learning, les réalisations concrètes sont toujours un petit peu plus avancées que l'explication scientifique qui vient derrière. Et donc les recherches évoluent quand même là-dessus, j'imagine, pour essayer de bien comprendre petit à petit. Tiens, une question de Fetatis, alors tiens aussi. Alors il y avait deux questions, il y avait aussi une question sur dans les années 70, apparemment il y avait eu un hiver de l'IA. Ça je connais pas trop exactement ce qui s'était passé, mais une question de est-ce qu'on aura le même en 2025? Alors il y a eu mais bon, ça a plutôt l'air de bien avouer. Il y a eu 2 hivers en fait au début, souvent on situe le début de l'IA à une conférence dans les années 60, où à l'époque, ils avaient introduit le concept de neurones, mais pas tout ce qu'il fallait pour construire des réseaux de neurones qui répondent à tous les problèmes possibles. Donc il y a eu effectivement un hiver dans les années 70. Dans les années 80, c'est revenu sous le nom de connexionnisme, où ils ont introduit les réseaux de neurones exactement tels qu'on les connaît aujourd'hui. En gros, il n'y a rien de nouveau, sauf que à l'époque, il n'y avait pas toute la quantité de données et il n'y avait pas les moyens de calcul. Donc, ils étaient incapables
d'apprendre des réseaux de neurones de taille suffisante pour faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, d'où un deuxième hiver dans les années 90, début 2000, avant la renaissance actuelle depuis une quinzaine d'années. Est-ce qu'il va y avoir un nouvel hiver? Je pense que d'un point de vue pratique, non, puisqu'on voit que les technologies qui sont développées aujourd'hui, elles trouvent des usages et elles sont commercialisées, et les boîtes qui les commercialisent gagnent de l'argent avec. Donc, au pire, elles continueront à commercialiser la même chose. Mais il y a pas, c'est pas la situation précédente où il y avait des attentes très fortes et qui ont été déçues parce que ça ne résolvait aucune tâche pratique pour lesquelles des clients étaient prêts à payer. Donc on n'est pas du tout dans cette situation-là. Ensuite, en termes de recherche, effectivement, c'est plus compliqué à dire parce que les choses évoluent très vite et on n'est pas devin. Oui. C'est possible qu'on arrive à une situation où on bute et on n'arrive plus à expliquer le fonctionnement, bon, et ça devient... C'est vrai que de toute façon, on va parler des défis effectivement à venir, donc effectivement... Il y a encore beaucoup de défis de recherche à résoudre, et moi je suis persuadé que si un prochain hiver, il est pas possible. D'accord. Mais une dernière question à ce niveau-là, mais c'était celle de Fetachis qui demandait à partir de combien d'échantillons une IA pourrait reproduire ma voix? Vu que ça, vous êtes expert justement à ce niveau-là de tout ce qui est vie privée en termes de voix. Alors, pas beaucoup, quelques secondes. Ah oui, quelques secondes seulement, d'accord. Oui. Alors après, tout dépend du niveau de fidélité à l'original, mais même 1 ou 2 secondes de voix, ça suffit pour vous identifier parmi plusieurs milliers de personnes. Donc pour reproduire le timbre de votre voix, quelques secondes suffisent. Ensuite, la façon que vous avez de parler, c'est sûr qu'il faut un petit peu plus de voix pour détecter des choses particulières, mais vraiment quelques dizaines de secondes, quelques minutes, ça suffit. Du coup, il dit qu'il trouve ça un peu effrayant. Ouais. Moi, je me dis qu'en faisant des lives, je dois être vraiment facile à copier oui. Avec toute la base de données que je donne gratuitement en plus, en libre accès. D'accord, donc on peut passer maintenant à la suite. Donc effectivement, c'était à quoi s'attendre dans les prochains mois. Alors j'en mets en grand. Hop. Voilà. Oui, vu que ça c'était un peu le sujet, c'est là qu'on va passer un peu. Là, on était un peu dans la partie finalement facile, vu que c'était ce qui était déjà prévu, ce qui a déjà été analysé. Maintenant, on va essayer de voir justement quels sont les défis en cours. Pour ça, du coup, vous m'aviez donné en tout cas un document, donc plusieurs slides. On va peut-être pouvoir les afficher. Ça revient d'ailleurs aussi un petit peu sur comment dire les dernières années aussi. Mm-hmm. Donc je vais vous laisser le commenter, comme ça, c'est vous qui faites la conférence, mais c'est moi qui affiche du coup le slide. Jagda dit que pour un streamer, du coup, on fait comment pour faire chanter Lady Gaga par Delisio? Ah. Ça doit pouvoir se faire du coup, mais... Sur la voix chantée, oui, fondamentalement tout est possible. Après, il y a beaucoup de possibilités à explorer encore. Oui. Bah, pour montrer, oui, on m'a montré ça hier. Attendez. C'était du coup, on m'a montré ça comme vidéo. C'était Squeezie, donc qui est un YouTuber qui chante la bohème. Enfin voilà. Ah. Je vais pas le laisser parce que je pense que là on l'entend pas, mais bon, les gens entendent, je pense un peu. Bon, c'est vrai qu'on reconnaît un peu le timbre de voix. Alors je le coupe quand même. Mais bon. Donc ça, c'est le genre de choses qui existent, voilà, assez facilement pour s'en amuser aussi, mais à partir donc de quelques secondes de la voix, on copie le timbre et hop, et ensuite on fait un peu. On peut ensuite rajouter ça, j'imagine, dans quelque chose qui est déjà fait avec avec le timbre de voix typiquement, voilà, d'Aznavour et d'autres. Ça, vous êtes amusé à faire ça, vous, dans le cadre de vos recherches? Est-ce qu'il y a... Alors, sur la voix chantée, non, parce que c'est pas au cœur de mes recherches, mais oui, sur la voix parlée, en fait, pour protéger l'identité des personnes, on va justement modifier la voix tout en disant la même chose et de la même façon. Et donc, quelque part, on le fait, pas dans un but artistique, ni dans un but de générer des deepfakes pour propager des fausses informations, mais dans un but de protéger l'identité des personnes. Oui, d'accord. Et ça marche bien. D'accord.
Bon, désolé, je passe à la suite pour les questions que je voyais, désolé Splagada. Je vais essayer de montrer. Hop, voilà. Donc c'était ça le document que vous m'avez donné. Oui. Je vais essayer de le mettre en grand. Si j'arrive, je ne sais plus comment on fait. Zoom. Plein écran, voilà, c'était CTRL. Hop. Très bien. Voilà, comme ça c'est vous qui me dites en fonction. Donc déjà le premier truc ça va être le titre. Vous parlez des gigamodèles. Alors qu'est-ce que c'est un gigamodèle par rapport à une IA? Un gigamodèle, c'est un type d'IA particulier qui a un gros réseau de neurones qui est générique, dans le sens où, comme GPT, en fait, il a été entraîné à résoudre une tâche assez simple et derrière, ça va lui permettre d'apprendre plein de choses sur le texte, dans le cas de GPT, et d'être utilisé dans des tâches plus spécifiques. Donc ça, je développe un petit peu ce point d'ailleurs dans le slide. Donc c'est en fait l'idée de gigamodèle qui est aussi appelé modèle générique ou modèle de fondation. C'est vraiment ça, et c'est un terme qui a été proposé par l'université de Stanford aux États-Unis il y a 2 ans maintenant. Et donc contrairement à ce qu'on faisait quelques années avant, où on entraînait un réseau de neurones pour chacune des choses qu'on voulait faire, ça a introduit ce changement de paradigme qui est qu'on a maintenant un réseau de neurones unique qui peut faire plein de choses différentes. Et aujourd'hui, c'est plus que pour du texte, on peut le faire pour de la parole, pour de l'image, pour des vidéos, etc. Bon. Donc je cache un peu la slide là, mais on voyait que c'était réservé à quelques acteurs, effectivement, donc les grandes technologies, OpenAI. Et le projet Big Science, alors ça je connais moins, c'est quoi exactement? Alors, le projet Big Science, c'est un projet qui a été mené par un certain nombre d'acteurs en France et financé par l'État français, également par des étrangers, avec Hugging Face comme acteur principal, pour apprendre un modèle de type GPT-3 français et multilingue. Il y a du français dedans, mais c'est multilingue en fait ce modèle. Et contrairement à un certain nombre de modèles à l'époque, c'est ouvert, donc le code est disponible, le modèle est disponible, les données sont disponibles, et donc ça c'est important pour la reproductibilité scientifique des résultats. Donc il y a à la fois la taille des modèles fait qu'il n'y a que soit quelques gros acteurs industriels, soit un consortium d'acteurs, comme dans le cas de Big Science, qui peut réaliser l'entraînement du modèle. Mais ensuite, une fois qu'il est entraîné, il peut être utilisé à plein de choses et par beaucoup de personnes. C'est pour ça que j'ai écrit en bas du slide démocratisation des usages, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'être expert en IA pour pouvoir utiliser ces modèles et puis résoudre les problèmes qui nous intéressent, que ce soit sur un plan de recherche ou un plan commercial. Oui, puis tout le monde doit s'y intéresser maintenant, effectivement. Ça doit être assez... c'est très grand public maintenant. Et bonjour à Moonbeep aussi qui est arrivé sur la chaîne, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Et Splagada forcément il connaît bien, donc ça l'intéresse. Et là d'ailleurs il voulait savoir si c'est le projet européen plutôt Big Science ou c'était uniquement... Non, c'est pas un projet européen, c'est une initiative qui vient de la France au départ, mais il y a un ensemble d'acteurs en fait presque dans le monde entier qui ont participé à ce projet. D'accord. Bon, je passe à la suivante. Alors là, là on commence à être un peu plus déjà dans un petit peu dur aussi. Mais je pense que c'est important d'expliquer. On est là pour ça aussi, ouais. Donc ça, c'est une des ruptures dans la conception des réseaux de neurones qui ont permis GPT et toutes les architectures qu'on voit aujourd'hui, avec une idée assez simple au départ, c'est que comment on fait pour modéliser, pour représenter la mémoire dans un réseau de neurones. En fait, si vous me posez une question, peut-être que votre question, elle va porter sur ce qu'on vient de dire juste avant, mais peut-être aussi que pour y répondre, je vais devoir aller chercher dans des connaissances que j'ai accumulées en lisant un article hier, en discutant avec quelqu'un la semaine dernière, ou dans mes études, il y a encore plus longtemps dans le passé. Et donc, dans notre fonctionnement, il y a à la fois de la mémoire à court terme et à long terme. Dans les réseaux de neurones tels qu'ils existaient jusqu'en 2017, ce concept de mémoire à long terme était pas facile à représenter. Souvent, en gros, on était capable de se souvenir, le réseau était capable de se rappeler
dans un texte ce qui s'était passé quelques caractères avant, voire une dizaine ou une vingtaine de mots avant, mais au-delà, il avait tout oublié. Et donc, ce qui a vraiment changé, c'est le concept de mémoire à long terme. Comment ça marche, la mémoire à long terme ? Si vous me posez une question, par exemple, de physique, dont on n'a pas parlé de physique jusqu'à présent, je vais être obligé d'aller chercher dans des connaissances de mes études. Donc, je vais regarder la similarité entre votre question et les questions auxquelles on avait répondu pendant les études. Et du coup, ensuite, je vais regarder la réponse du moment de mes études qui correspond à la question. Et ben, c'est exactement ça le principe derrière cette architecture de transformer. Il y a une requête qui est comparée à un certain nombre de clés qui représentent le passé, et on va aller... C'est ce qu'on voit sur l'image là, par exemple, du coup, alors les clés qu'on va y voir. C'est ce qu'on voit tout à droite. Voilà. Donc il y a dans le scaled dot product attention, Q c'est la requête, K c'est la clé passée, et V c'est la valeur qui correspond à la clé qu'on va aller rechercher également dans le passé. V derrière, voilà. Et il y a plusieurs... C'est ça l'attention, alors, parce que justement Spargada avait une question sur ce que c'est que l'attention. C'est le mécanisme d'attention. C'est pareil, en fait, peut-être un mécanisme plus familier pour les auditeurs, c'est l'attention visuelle. C'est-à-dire que si je cherche un objet bleu que j'ai perdu chez moi, mon attention va se focaliser sur les zones de l'image qui sont bleues. Et ensuite, une fois que j'ai vu le bleu, je vais regarder vraiment la forme de l'objet, et là je saurai si c'est le bon. Donc c'est un peu la même idée. Et sur du texte, en fait, on va avoir plusieurs, donc c'est ce que vous montrez là exactement, multi-head attention. On va avoir plusieurs têtes, entre guillemets, d'attention. Chaque tête, elle va regarder quelque chose de différent. Par exemple, elle va regarder la grammaire. Donc si je suis au moment du verbe, elle va aller regarder le sujet pour faire l'accord du verbe correctement. Et une autre tête, elle va aller regarder d'autres parties de la phrase pour savoir si le verbe, je dois le mettre au passé ou au futur, par exemple. Donc toutes ces têtes vont travailler en parallèle, et à la fin, c'est ce qu'on voit dans la partie un petit peu plus à gauche du schéma. Il y a un empilement, donc vous voyez peut-être le n fois, là il y a un empilement de n couches les unes après les autres, qui chacune vont transformer et aller regarder l'information dans le passé et parfois dans le futur. Et tout ça, à la fin, sortir des probabilités parmi des mots ou des caractères. D'accord. Voilà. Bon. C'est assez technique du coup, mais au moins c'est bien, ça permet de voir le fonctionnement. C'est ça qui a fini par changer les choses, donc effectivement par Google en 2017, comme vous mettiez. Oui, c'est la mémoire à long terme, et en fait la mémoire à long terme et les connaissances, c'est un peu la même chose. C'est aussi pour ça que ces réseaux aujourd'hui, ils représentent toute une série de connaissances, et quand on les interroge, quand on tape une requête, ils répondent avec les connaissances qu'ils ont acquises, et pour ça il faut vraiment de la mémoire à long terme. Voilà. D'accord. Et bonjour à Authenskull qui est physicien de formation. Donc ça peut intéresser un peu d'IA. D'accord, je passe à la slide suivante, effectivement. Alors ça, c'est encore BERT maintenant, de Google en 2018. Un des premiers exemples de modèle qui a utilisé l'attention, avec une tâche qui était je donne un texte en entrée, et je vais masquer des mots dans le texte et demander à l'IA de les reconstruire. C'est comme ça que le système est entraîné. Et il a également entraîné à déterminer si deux phrases qu'on lui donne en entrée étaient l'une après l'autre originellement dans le même texte, ou si ce sont deux phrases qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Et donc en entraînant de cette façon-là, comme on a dit tout à l'heure, c'est en fait pour remplacer un mot, il faut que ça soit le bon mot qui a un sens dans la phrase, et qui soit bien accordé au bon temps, etc. Et donc ça oblige le modèle à comprendre le sens de la phrase, à comprendre la grammaire pour résoudre la tâche. Et une fois qu'il a fait ça, on va pouvoir l'utiliser. Donc aujourd'hui, c'est un modèle qui est utilisé pour transformer les mots en ensemble de valeurs numériques qu'un réseau de neurones va pouvoir traiter. D'accord. On précisait qu'apparemment la version française s'appelait Camembert pour oui, tout à fait. Il y a plusieurs versions françaises. Il y a aussi Flaubert. Parce que là, c'est Bert. Ah, Flaubert aussi, d'accord. On s'amuse un peu avec les mots. D'accord. Je sais pas si on reste encore là-dessus. Est-ce que j'essaie de passer au suivant pour continuer à...
On peut passer au suivant si vous voulez. On peut passer. Après, j'attends de voir si y a des questions. Mais voilà, donc après, c'est là que on commence à rentrer dans le vif du sujet avec, effectivement, donc là, c'est vraiment GPT-3. Voilà. Je vais essayer d'enlever d'ailleurs le l'architecture qui bloque un peu. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est bien de le rappeler pour les auditeurs qui nous ont rejoints entre temps. Oui. GPT, c'est une IA qui est entraînée à prédire le mot suivant dans un texte. On n'a pas dit d'ailleurs exactement qu'est-ce que ça veut dire GPT en fait. C'est vrai qu'il y avait le côté génératif, le côté transformation justement. Oui. Donc d'où le T. Voilà, c'est ça. Ce qu'on venait de voir. Exactement. Donc T c'est pour transformer, c'est pour l'architecture qu'on vient de voir. C'est ce qu'on voyait là. Ouais. Génératif, c'est-à-dire que le but c'est de générer le mot suivant. Contrairement à BERT qui n'est pas génératif. Hein. BERT, on lui donne une entrée et puis il va remplir des choses au milieu, mais on ne peut pas l'utiliser pour générer du texte. Oui. BERT, il va comprendre le texte, mais il ne va pas en générer, alors que GPT, vraiment, c'est fait pour générer. Et le P au milieu, c'est pre-trained, donc pré-entraîné. Le pré-entraînement, c'est cette idée qu'on lui fait faire on lui demande de résoudre un problème qui est un pur prétexte, qui est de prédire le mot suivant, et ensuite il va apprendre plein de choses en réalisant ce problème prétexte. Voilà. D'accord. Et il peut être... Bonjour à Dayto. Je dis bonjour juste à ceux qui disent bonjour comme ça. Ils me disent bonjour à tous les deux, je pense. Donc... Bonjour à tous. Voilà, pour avoir une idée de la taille de cette IA, ça a été appris sur des textes qui ont 170 milliards de mots et à 175 milliards de paramètres. Un paramètre, ça veut dire une valeur numérique. Oui. C'est pas quelque chose de concret, enfin c'est pas un sens derrière, c'est juste... c'est vraiment là, on parle de... Derrière, si on va dans le détail, de toute façon, on arrive à des calculs mathématiques assez complexes, justement, en tout cas pour faire les liaisons entre paramètres, justement, et le mot. C'est ça. Combien ça coûte en hardware et effort de monter un modèle comme GPT-3 ? Ça plus pour revenir sur la manière dont c'est fait. Donc en hardware, il faut des machines avec beaucoup de GPU et il faut plusieurs machines. Et puis l'électricité derrière, c'est assez cher aussi. Et puis il y a tout le temps d'ingénieurs. Donc ça coûte clairement des millions. Oui. Voilà. Tout à l'heure, c'est vrai que vous aviez dit un chiffre de centaines de millions, en tout cas. Si je compte la machine et l'électricité, on est je dis pas pour GPT-3 spécifiquement, mais en général, sur ces modèles-là, on est entre le demi-million et plusieurs millions, rien que l'électricité et les machines. Et puis, si on compte en ingénieur, là, c'est encore plus gros. C'est encore plus, ouais. D'accord. On peut pas faire ça avec quelques amis dans un garage, quoi. Ce serait compliqué. Neito dit qu'il a toujours eu une lecture de chat GPT en mode Gepetto, c'est vrai. Papa de Pinocchio. C'est poétique. Oui, alors il y a un modèle GPT pour l'italien qui s'appelle Gepetto. Ah oui, c'est vrai, pour les Italiens, d'accord. Ils avaient bien raison d'essayer. On va passer sur les blagues qu'il y avait eu en France, forcément, avec l'abréviation. Et en tout cas, donc voilà, c'était marqué, en tout cas, utilisé par des centaines d'applications. Vous avez mis relations clients, recherche d'informations, marketing digital, etc. Un petit peu tout ça. C'est sûr que... dans le slide suivant, je donne un exemple de GPT-3, mais beaucoup des auditeurs ont sûrement eu des expériences comparables avec ChatGPT, où on pose une question. Donc là, c'est une question que j'avais posée. Ah non, ça se met pas avec ça. Je vais les mettre. Hop, je laisse ça. Voilà, à l'époque toujours aujourd'hui, il y a toute une réflexion au niveau national sur la stratégie à adopter pour que la France se positionne bien sur ces questions-là. Donc je lui avais demandé quelle stratégie la France doit-elle adopter en IA, et puis il avait répondu. On voit dans le slide suivant. Oui, le slide suivant, voilà. Qui est encore trop tôt. Mais qu'on est à la traîne, etc. Bon, c'est rigolo de lire ce texte. Ce qu'on peut constater, c'est que le texte, il est parfaitement correct grammaticalement, et que même si on n'est pas... Il sait qu'en général, on écrit je pense qu'il a déjà tellement été entraîné sur des textes où on dit que la France est à la traîne que il a dû mettre ça en disant c'est le plus probable de mettre ça. Oui, voilà. En fait, je pense que c'est important aussi de dire que c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que les investissements, globalement au niveau mondial, c'est vrai qu'il y a plus d'investissements aux États-Unis ou en Chine, et notamment dans l'industrie, par des acteurs privés. Mais bon, l'Europe n'est pas non plus complètement à la traîne, et la France est clairement bien positionnée en Europe sur ces sujets. Donc,
Par exemple, sur les modèles de type GPT, par exemple, la France était le pays qui en a eu le plus avant les autres. Donc, il ne faut pas être négatif. Oui, pas être trop... Voilà. Attendez, juste, j'ai une petite question de Rotten Skull, genre... C'était quel est le principe de fonctionnement de l'IA Bloom? Donc il disait qu'il a lu quelques articles sur Bloom. Oui. Quelle différence avec GPT et Oubert, par exemple? Alors, donc Bloom, c'est le nom du modèle du réseau de neurones qui est sorti du projet Big Science dont j'ai parlé il y a quelques minutes, qui est donc un projet ouvert pour développer un modèle multilingue de type GPT. Donc en fait, c'est exactement le même principe que GPT-3. À la différence que les données sont ouvertes, tout le monde peut voir sur quelles données il a été appris, et le code est également ouvert. Et donc, si vous avez tous les GPU et si vous êtes prêt à payer les factures d'électricité, vous pouvez refaire l'expérience chez vous. C'est ça, d'accord. Bon voilà, j'espère que ça répond à la question. Je reviens donc sur l'écran. Hop. Tac. La Gazette dit, de ce que j'ai compris, il faut du hardware, des tonnes de GPU, des ingénieurs, donc il faut un investissement de type Microsoft, donc 11 milliards, bon là c'est encore autre chose. Côté français, on a les meilleurs docteurs, mais ils bossent chez Facebook, Google, mais l'investissement est ridicule, il dit. Bon. Après il critique. C'est une critique peut-être par rapport, mais... Justifié ou pas? En fait, il y a des initiatives, même les GAFA reconnaissent aujourd'hui que des initiatives qui viennent du monde du logiciel libre, des données ouvertes, peuvent les concurrencer. Et il y a des exemples récents où un petit groupe de personnes, mais parce qu'ils n'ont pas toute la structure administrative qu'on peut avoir dans les grosses boîtes, même si c'est des boîtes innovantes, ça reste des grosses boîtes, donc il y a des lourdeurs administratives et les choses n'avancent pas toujours vite. Même eux, ils le reconnaissent, donc il faut aussi être optimiste de ce côté-là, en particulier autour de tout ce qui concerne les modèles de langue, des initiatives qui viennent de personnes qui défendent les langues régionales, comme on a dit tout à l'heure, ça peut tout à fait fonctionner. J'avais coupé le son sur le live. Une dernière question avant de passer à la slide suivante, c'était une question de Stratos qui justement il s'interroge, là on revient un peu sur le côté comment est-ce qu'on arrive à faire ça, mais comment est-ce que OpenAI peut exprimer un avis sur la stratégie française? Est-ce qu'elle a fait une moyenne de plusieurs sources pour ce texte-là? C'est vrai que alors, on voit que ça interroge. On peut pas savoir, mais selon toute probabilité oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le système ne cherche pas à copier-coller des textes qu'il a vus, puisqu'il va générer les mots un par un. Donc il peut se produire que le texte qui est généré correspond mot pour mot verbatim à un texte existant. Ce n'est pas volontaire, et si c'était le cas, c'est pas évident à vérifier puisque le système ne vient pas avec cette fonctionnalité où on pourrait lui demander, dis donc, à quel point tu as recopié des textes existants. Il dirait, ah bah oui, j'ai recopié ci ou ça. En fait, c'est pas une fonctionnalité existante. Alors pour du texte, c'est pas gravissime. Par contre, il y a des types de textes spécifiques dont je parle un petit peu dans les slides suivantes, d'ailleurs, je crois. Par exemple, du code. Aujourd'hui, il y a un vrai intérêt pour des modèles génératifs pour générer du code informatique, des programmes, des logiciels. Et quand on génère du code, donc c'est un texte un petit peu spécifique, les modèles ont été appris sur des exemples de code, et ce code il était fourni souvent avec une licence qui détermine à quel point on a le droit d'utiliser ou pas le code pour faire certaines choses. Les licences aujourd'hui n'ont pas été forcément, les licences qui existent, qu'elles soient d'ailleurs libres ou pas libres, n'ont pas été conçues avec l'idée que peut-être un jour le code il serait utilisé pour apprendre des modèles d'IA. Oui. Et donc on est un peu dans une zone grise au niveau légal, et des fois on est clairement gris vraiment foncé. Les systèmes disponibles aujourd'hui sont pas toujours appris sur des données où légalement ils sont clean. Et donc au niveau du code ça pose un vrai problème, c'est-à-dire que vous êtes une SS2I française, par exemple, et vous utilisez l'outil Copilote, pour ne pas le nommer, qui va vous aider à développer votre code. Il y a deux problèmes derrière ça. Premièrement, vous allez
dans les requêtes que vous allez faire à l'outil, ça peut trahir des choses confidentielles en fait de la SS2I. Et deuxièmement, dans le code qui va vous être proposé, peut-être que l'IA a recopié un bout de code existant qui n'était pas sous une licence qui vous autorise à l'utiliser. Et donc il y a ces deux risques légaux et sécuritaires derrière l'usage de ces techniques. D'accord. Et effectivement, il y avait Rotten School qui précisait qu'il y avait une super vidéo de David Loap aussi, que, je ne sais pas si vous l'avez vue, celle de la chaîne Science Étonnante, en tout cas qui est résumée pour le fonctionnement des IA, parce que sur le chat, ça discutait un peu de ça aussi, de comment ça fonctionnait. D'accord, je passe à la suivante. Donc là maintenant, ChatGPT en 2022, en tout cas la variante la plus connue, j'imagine maintenant. Oui, voilà, donc c'est une variante spécialement conçue pour du chatbot. Mais c'est de l'architecture GPT en général. Qui a été appris sur des données conversationnelles, donc c'est typiquement des discussions sur des forums, dans divers médias, et également par interaction avec des utilisateurs humains. Donc ça, c'est une différence par rapport au GPT pur et dur où on lui demande juste de prédire le mot d'après. Ici, on a fait interagir l'IA avec des humains, et quand les humains ont détecté des réponses qui étaient incorrectes ou pas à la hauteur de ce qui était attendu, ils ont envoyé un feedback à l'IA pour lui dire là tu fais fausse route, en gros propose-moi autre chose, et à force de feedback comme ça, ça a permis d'avoir des réponses plus pertinentes. Pourquoi ça? Pourquoi ce feedback? Il y a une raison en particulier qui est de s'assurer que les réponses ne sont pas offensantes, au sens où des expériences précédentes de chatbot avaient montré que si on cadre pas bien les choses, le chatbot peut rapidement tenir des propos misogynes ou racistes. Et donc, dans cette interaction avec des utilisateurs humains, OpenAI a fait en sorte que déjà, par défaut, le modèle évite de faire ce genre de réponse. Et en plus, c'est bien cadré, c'est-à-dire dès que le système détecte qu'on est en train d'essayer de le guider vers ce genre de réponse, tout de suite il va stopper en disant non, je ne peux pas répondre à cette question-là. Ça c'est un vrai problème effectivement d'avoir une IA assez éthique qui ne ressort pas tout ce qu'on a mis sur internet de raciste ou de misogyne, sur lequel forcément c'est entraîné vu qu'elle voit tous les mots qu'il peut y avoir, donc c'est compliqué. Une petite question de Splagadage, ça j'en ai pas entendu parler. Parle-nous de quoi? De Taille, le premier AI Twitter de Microsoft. Oui, tout à fait, c'est à ça que je faisais référence. Oui. Ah oui, d'accord, c'était ça aussi. Ok. Le bot se serait trop basé sur des personnes toxiques. C'est pas forcément toxique, je pense qu'il s'est basé sur un peu tout Internet. Enfin, pas tout forcément Internet, mais en tout cas beaucoup de textes sur Internet, et j'imagine que pour l'IA, elle voit pas du tout, c'est pas une IA qui réfléchit, donc elle peut pas savoir si quelque chose est bien ou pas. Alors en fait, peut-être, je vais essayer aussi sans être trop technique d'expliquer la différence entre les façons dont Tai et ChatGPT ont été entraînés. Donc GPT, comme vous avez compris, à la base, c'est pas par interaction avec un humain, c'est des textes qui sont fixés, qu'on récupère, et on demande de prédire le mot d'après. Taille à l'inverse, c'était par interaction avec des humains, donc dans notre jargon on appelle ça l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire que on demande à l'IA de faire en sorte de générer des choses qui vont maximiser la qualité de l'interaction avec l'utilisateur humain. Et une métrique qui pourrait être utilisée dans ce cadre-là, qui n'est pas forcément la seule. Attends, je dis juste bonjour. On vient d'avoir, du coup, là, on a 150 personnes, Kyle, donc c'est beaucoup. Ils resteront peut-être pas tous, mais merci à Nico Oni qui fait des revues d'actu justement techniques et un peu hardware. Donc là, on est en compagnie donc d'Emmanuel Vincent, qui est un chercheur INRIA, et on discute justement des intelligences artificielles, des défis à venir. Et là, pour faire un rappel de là où on en est, je montre les slides qu'il m'a transmises, où on en était justement à rappeler un peu ce qui s'est passé, l'emballement qu'il y avait eu avec ChatGPT, etc. Et donc voilà, maintenant le fonctionnement par rapport à d'autres types. Donc voilà, pardon, c'était un peu pour interrompre, mais je suis un peu obligé vu que... Et bienvenue d'ailleurs à ceux qui voudraient rejoindre la chaîne. C'est un concept qui s'appelle Quoi neuf chercheur, où je discute avec des scientifiques sur des actualités. Donc voilà, pour moi c'est une actualité forcément, l'IA, qui va rester encore longtemps. Mais bref. Je vous laisse reprendre, pardon. Très bien, donc je reboucle un petit peu. Donc GPT, il est entraîné pour prédire le mot d'après.
l'IA de Microsoft, Tile, là, dont on a parlé, c'était de l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire qu'elle doit générer des textes qui vont maximiser l'interaction avec les utilisateurs. Et par exemple, si une façon de mesurer la qualité de l'interaction, c'est le temps qu'on passe à interagir, vous pouvez assez vite imaginer que si un humain veut s'amuser avec, qui pose des questions racistes et que dès qu'il y a des réponses racistes, il continue à surenchérir, par définition, ce type d'apprentissage va générer ce type de comportement. Et donc, dans le cadre de ChatGPT, c'est un petit peu différent. Ça n'a pas été entraîné complètement de façon générative, mais pas non plus complètement par renforcement. Il y a un fond qui est vraiment génératif. Et après, il y a eu un petit peu d'interaction avec des utilisateurs humains, mais évidemment pas pour lui faire générer des contenus racistes, mais exactement l'inverse, pour contrôler et vérifier que ce sont des contenus acceptables. Oui. Après, voilà, ça va poser débat sur qui axe dans quel côté, parce qu'après tout, on peut forger un peu ce qu'on veut selon ses opinions personnelles, en tout cas de celui qui fait le modèle. Tout à fait. D'accord. Ça va être ça, on peut dire pour le coup que ça, c'est un des défis de l'IA actuelle aussi, d'arriver à ce stade-là. Mais il va falloir contenter tout le monde, alors ça va être, intéressant. On peut passer au slide suivant si vous voulez. Oui. Donc là, c'était pour les autres types de données qu'il peut y avoir. On pouvait avoir des séquences ADN, ARN, c'est ça que j'avais pas trop entendu parler en tout cas. Oui, alors j'ai un slide dessus un petit peu après si vous voulez. Un peu après, ouais. Voilà, donc c'est vraiment cette idée au départ, elle a démarré du texte et puis maintenant on fait la même chose pour des images, pour de la voix, pour des vidéos et pour plein d'autres choses. Et puis je vais en parler un petit peu dans la partie découverte scientifique tout à l'heure. D'accord, ouais. Et pour rappel, oui, pour ceux qui débarquent, en tout cas, que justement vous étiez plutôt spécialisé dans la voix, musique. Vu que ça, j'ai pas posé la question, mais c'est vrai que du coup, vous êtes aussi musicien à titre, enfin, je sais pas si professionnel ou semi-professionnel ou juste amateur, justement. Oui. Mais au tout début, j'avais cru lire, en tout cas, que vous aviez fait quand même des études à ce niveau-là. Mais oui. Oui, voilà. C'était dans quel type du coup de musique, ça que j'avais pas demandé. Je suis harpiste, donc Ah, d'accord. J'ai étudié la harpe au concert. Alors, qu'est-ce qui est le plus simple entre faire de la harpe ou générer des IA? C'est très différent, mais en fait, les métiers artistiques et les métiers de la recherche sont pas aussi différents qu'on pourrait le penser, parce que la créativité est vraiment un aspect important de notre travail de chercheur. Et puis également la rigueur, c'est vrai de beaucoup de métiers, mais quand la musique et la recherche demandent beaucoup de rigueur dans la pratique. Voilà. D'avoir beaucoup de scientifiques un peu, justement, qui ont une arme d'artiste au fond. En fait, beaucoup de chercheurs autour de nous font de la musique, plus souvent en amateur, mais certains semi-professionnels. D'accord. Même dans votre équipe, enfin même dans des collaborateurs proches. Oui. D'accord. Et vous faites pas un orchestre entre vous? Enfin, je dévie un peu. Il y a des groupes de musique constitués de chercheurs dans le laboratoire. Oui, voilà. C'est pas intéressant. Attendez, alors juste peut-être question. Oui, voilà, il y avait des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Après, c'est moi qui j'essaie de les piocher quand elles sont à peu près en thème ou pas. Il y avait une question par exemple donc de Daito qui disait aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'avoir une IA offline sur un portable, enfin sur un device? Oui. Ça c'est vrai, est-ce que ça arrive? Est-ce que ça existe maintenant? Oui. Alors oui, en fait Parce qu'il faudrait télécharger, j'imagine, quand même une base. Oui, donc forcément il faut télécharger le système sur le téléphone. Hein. Ça inclut en particulier tous les paramètres du réseau de neurones. Donc des IA de la taille de ChatGPT, non, ça rentrera pas sur votre téléphone aujourd'hui. Voilà. Et donc avoir toutes ces connaissances, tout le modèle qui sait tout et qui peut répondre à tout, non, aujourd'hui c'est pas possible. On peut compresser ces modèles, donc réduire le nombre de paramètres pour essayer que ça rentre dans le téléphone, tout simplement. C'est pas si facile que ça, et en compressant, on va perdre les comportements émergents dont on parlait au début, c'est-à-dire que le modèle, il va quand même savoir certains trucs, mais il aura plus de mal à raisonner dessus et à avoir un comportement que nous, on pourrait qualifier d'intelligent. En gros, il va être de plus en plus bête en étant petit, pour faire simple,
Et par ailleurs, toutes ces connaissances, aujourd'hui, c'est vrai surtout pour les modèles textuels. Par contre, si vous avez un modèle de reconnaissance de la parole, donc pour transformer le son de votre voix en texte, ça aujourd'hui, ça peut rentrer sur un téléphone. Et d'ailleurs, il y a des modes offline dans les assistants vocaux de plusieurs fournisseurs. D'accord. Donc ça va être là. On n'y est pas encore, mais ça pourrait être une évolution selon aussi les capacités finalement des téléphones ou des ordinateurs de maison. Oui. Une petite question de Fetachis qui revenait sur la génération des voix à partir d'un échantillon qui pourrait être petit. Comment se prémunir de personnes malveillantes qui pourraient utiliser notre voix pour extorquer ou autre nos proches? Alors ça, c'est un des vrais problèmes. Justement, il y a eu des cas, j'avais vu en Chine quelqu'un qui s'était fait extorquer de l'argent, apparemment un homme d'affaires, parce qu'il a eu un appel, je crois, d'un proche en tout cas, qui voilà, lui demandait en fait de l'argent pour voilà, juste un peu une transaction. Et qui du coup, en fait, il a eu confiance. Il y avait même la vidéo, je crois, parce que c'était même un appel vidéo avec la voix plus du coup la vidéo de la personne, quoi. Et c'est vrai que ça va être un des vrais problèmes. Est-ce que ça, vous travaillez dessus, plutôt pour l'angle voix peut-être? Alors, donc il y a plusieurs réponses possibles. La première, c'est d'essayer de détecter ces deepfakes en général, que ça soit des deepfakes de vidéos ou d'images ou de voix. C'est pas hyper simple. Alors c'est quand même souvent plus simple pour un système d'IA de détecter que c'est faux que pour un humain, parce que nos yeux, nos oreilles malheureusement nous bernent un peu trop facilement. Mais c'est un combat de tous les jours, dans le sens où, comme toute mesure de sécurité, à chaque fois qu'on détecte mieux, les systèmes de génération de deepfake, ils vont aussi marcher mieux et être capables de contourner ces protections. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout sûr qu'on arrivera à une situation où le système de détection il va marcher. C'est même mon intuition personnelle, et qu'on va arriver à une situation où ça sera plus du tout possible de détecter si c'est vrai ou si c'est faux. Oui, c'est ça qui va être. Donc une deuxième mesure pour se protéger, c'est de ne pas divulguer ces données ou de le faire le moins souvent possible. Donc lorsque vous avez le choix... C'est trop tard pour nous deux déjà, donc comme je disais. Exactement. Donc pour toutes les personnes publiques, c'est pas possible. Mais si c'est possible pour vous, lorsque vous utilisez n'importe quelle application qui va utiliser vos données, regardez bien la licence utilisateur. Selon les fournisseurs, ils vont faire plus ou moins de choses avec vos données. En général, évidemment, c'est sécurisé, dans le sens où les données elles sont stockées à un endroit où pas tout le monde a accès. Mais bon, il suffit que les choses se passent pas comme prévu, ou que quelqu'un devine ou dérobe votre mot de passe, et puis il va accéder à vos données. Voilà. Bon, il faut aussi... voilà. Donc c'est une façon de se protéger. Et la dernière, c'est d'avoir des mesures techniques comme le système d'anonymisation dont je parlais au début, qu'on développe dans mon équipe et maintenant dans la startup Nishta. Du coup, voilà. Nishta, je remontrerai le lien après d'ailleurs pour ça. Pendant que je fais ça, je vous remets la slide. On va essayer d'avancer parce que c'est vrai que je sais que vous étiez là jusqu'à 18h maximum, donc c'est au moins de... Juste pour montrer sur d'autres types de données, en fait c'est la même chose finalement avec des images, donc DALL-E, et aujourd'hui les Midjourney, Stable Diffusion, etc. Utilisent... C'est peut-être le plus impressionnant d'ailleurs, les images, c'est vrai que c'est ça qui a le plus passé dans l'opinion. Voilà, donc c'est un petit peu la même idée. On va transformer un texte dans un ensemble de valeurs numériques, et puis ces valeurs numériques, on va à leur tour les transformer dans une image. Pour faire ça, DALL-E, il a analysé un ensemble de plusieurs centaines de millions de paires d'images et de textes, de sous-titres en fait d'images sous forme textuelle. Et donc il a appris des transformations qui font en sorte que la transformation du texte en valeur numérique ou la transformation de l'image en valeur numérique vont donner des valeurs similaires, et donc il est capable de déterminer si un texte et une image correspondent à la même chose. Et une fois qu'on est capable de faire ça, on peut inverser et générer une image de sorte que sa représentation numérique va correspondre à celle du texte. Voilà. C'est le principe derrière DALL-E.
et derrière les autres systèmes. Voilà. Pour aller un petit peu plus loin, je pense sur le slide d'après. Là, on revient au giga modèle, oui. Ça, voilà, c'était quelque chose dont on m'avait parlé, c'était assez intéressant pour finalement les IA qui peuvent accélérer les découvertes scientifiques. Oui, oui. Donc en fait, l'exemple dont je parle en haut du slide, qui s'appelle AlphaFold, qui a été qui est une invention de DeepMind, qui est donc dans le même groupe que Google. C'était quelque chose de vraiment radicalement nouveau dans le domaine de la biologie structurelle. Donc, l'idée de la biologie structurelle, c'est que la façon dont les chromosomes, les protéines, les molécules globalement interagissent entre elles, c'est complètement lié à leur forme en 3D. Je pense que c'est quelque chose que dont tout le monde a forcément entendu parler au moment on a fait des cours d'SVT. Ah oui, aussi, oui. Dans le virus du Covid, il y avait une protéine qui avait une certaine forme et qui vient se coller sur un récepteur qui a une certaine forme, et ce récepteur-là, il y en a plein à l'intérieur de notre nez. Et donc c'est vraiment une histoire de forme, c'est-à-dire que quand le virus mute et que sa forme elle change un petit peu de sorte qu'il n'arrive plus vraiment à s'arrimer sur le récepteur, et ben le virus tout simplement il est moins virulent. Voilà. Et au fil du temps, les virus, c'est plutôt l'inverse. La forme elle tend à devenir de plus en plus similaire à celle du récepteur. Donc comment ils sont faits DeepMind? En fait, ils sont partis d'une bibliothèque existante où on a la séquence d'acides aminés, donc c'est ce qu'on voit en haut dans Sequence Library, et puis la structure 3D qui était connue, donc c'est ce qu'on voit en bas. La structure, elle peut être connue soit par mesure physique, avec des systèmes donc, qui coûtent très cher, soit par simulation, où on va vraiment simuler toute la physique à l'échelle moléculaire, et ça coûte également très cher en simulation. Oui, là, en 3D, c'est encore autre chose, là, oui. J'imagine, pour la taille des données. Et ensuite, donc, grâce à ça, on arrive à avoir... Je vois que là, il y a training et predicting, en tout cas, ça fait un peu des cycles, finalement, jusqu'à améliorer le modèle aussi. Oui, c'est ça. En fait, de toute façon, l'apprentissage d'un réseau de neurones, ça consiste à partir de certaines valeurs, des paramètres. On prédit la sortie à partir de l'entrée, on compare à quel point elle est, par exemple dans le cas de GPT, c'est ou pas le mot qu'on avait désiré, qui arrive vraiment après dans le texte, et si c'est pas le bon, on va corriger le tir, et c'est à force de toutes petites corrections de tir, on va en effectuer des millions et des millions, on va arriver à une situation où ce qu'il va prédire va être très proche de la bonne valeur. D'accord, ouais. Et donc ça introduit vraiment une rupture, on peut dire, dans le domaine de la biologie. Et cette idée, aujourd'hui, c'est un vrai défi dans ma communauté de recherche en IA, de faire la même chose dans d'autres domaines scientifiques. Avec l'idée générale que si on arrive à rentrer toutes les connaissances qu'on a dans un domaine scientifique donné, donc qui peuvent venir de textes scientifiques, de données brutes expérimentales en physique ou de données simulées. Si on arrive à rentrer tout ça dans un modèle, le modèle va avoir ce comportement émergent que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va être capable d'analyser, de raisonner à partir de toutes ces informations et de produire des résultats, si possible de produire de nouvelles compréhensions des phénomènes, et quand on a compris, on est capable souvent de générer beaucoup plus facilement des nouvelles connaissances. Donc aujourd'hui, c'est appliqué par exemple dans le domaine des matériaux, ou pour générer des nouveaux médicaments qui vont répondre à telle ou telle maladie. D'accord, donc c'est vraiment passionnant de voir que ça peut avoir quand même des impacts. On parle souvent des impacts négatifs, il faut avouer, de l'IA, donc au moins c'est bien de voir les impacts positifs aussi dans la recherche scientifique aussi. D'accord, je peux passer au suivant peut-être? Oui, je crois qu'il reste encore une ou deux slides, je sais plus trop. Oui. Après il y avait les collaborations homme-IA, alors ça aussi c'était un truc, un terme, les IA finalement collaboratives on va dire, on pourrait dire ça. Donc en fait alors ce qui est important de développer, c'est des IA qui assistent l'humain, qui ont une valeur sociale positive et qui sont pas en train de remplacer
des jobs ou de faire des choses qui nécessiteraient d'avoir un humain dans la boucle. Donc aujourd'hui, par exemple, la loi européenne nous protège dans une certaine mesure en déterminant le fait que si une IA prend une décision qui affecte significativement une personne, alors un humain doit être dans la boucle. Donc, mais c'est-à-dire que ça veut dire quoi par affecter une personne, en fait? À quel niveau? Alors, donc c'est la façon dont c'est formulé dans la loi. Donc ça laisse, comme toutes les lois, ça laisse une place à l'interprétation. Oui, voilà, et si on n'est pas d'accord, on va au tribunal pour en discuter. Mais ça semble très vague. C'est par exemple l'attribution d'un crédit ou le résultat d'un procès, par exemple. Aujourd'hui, c'est pas une IA qui peut en décider, et bien heureusement, des humains sont dans la boucle, même si parfois on peut douter à quel point l'humain a vraiment collaboré avec l'IA. Donc pour que tout ça soit possible... J'avoue que j'avais même pas encore imaginé, qu'on pourrait avoir des procès par IA un jour. C'est vrai que ce serait encore une autre vision assez étonnante. Il y a des outils d'IA voire effrayante, mais bon. Développés pour aider dans le domaine de la justice. Oui. Mais pour l'instant, dans la justice, j'ai l'impression que c'est déjà utilisé pour tout ce qui est création de contrats. Ça peut être utile pour faire plus facilement automatiser finalement certains processus. Mais c'est vrai qu'arriver jusqu'à un verdict, est-ce qu'on aura un jury d'IA aussi pour compléter les jurys d'humains? Ça, c'est encore autre chose. Ouais, en tout cas, la loi aujourd'hui cadre un petit peu ça. Et pour que ça soit possible, il faut que cette collaboration, cette interaction entre l'humain et l'IA soit la plus transparente possible et en fait la plus similaire possible à la façon dont on interagirait entre humains. Donc ça demande plusieurs choses. Ça demande de construire ce qu'on appelle une représentation du monde partagé, c'est-à-dire que, par exemple, quand on interagit tous les deux, j'essaye de comprendre ce que vous avez dans votre tête au moment où vous posez la question pour vous répondre au mieux. J'essaie aussi. C'est pas explicite dans notre interaction. Donc il faut qu'on essaye de se comprendre et de se placer un petit peu du point de vue de l'autre. Et donc ça, aujourd'hui, pour les IA, c'est compliqué. Il y a la question de s'adapter. Moi, je vais avoir certains intérêts qui ne sont pas les vôtres. Donc il y a cette question-là. Il y a la question d'interagir, pas que par la voix, mais par les mouvements, du visage, les gestes, etc. Il y a la question de l'apprentissage actif, qui est de dire si j'ai besoin de données pour résoudre un certain problème, quelles sont les meilleures données, plutôt que d'aller chercher toutes les données possibles. Et ça, souvent en interaction avec l'humain, c'est une question intéressante. Et enfin, la question de l'apprentissage tout au long de la vie, ou apprentissage continu. L'idée derrière ça, c'est de dupliquer un petit peu la façon dont fonctionne un humain, c'est-à-dire quand on est petit, on apprend des choses tout seul, en interaction avec nos frères et sœurs, nos parents, à l'école, etc. Et petit à petit, on est capable de les agencer pour résoudre des tâches de plus en plus compliquées qu'on n'aurait pas pu apprendre d'un seul coup. Et donc là, c'est un peu la même chose. Si une IA, elle est capable de faire 2-3 tâches simples, comment je peux faire en sorte qu'elle apprenne toute seule à faire d'autres tâches simples, puis des tâches de plus en plus compliquées. Voilà. Alors, donc il y a plusieurs mots-clés. Donc généralisation, c'est l'un des mots-clés. En fait, c'est le problème principal de l'apprentissage. En gros, c'est comment, en ayant observé... Ah pardon, j'avais coupé mon micro. Mais je crois que vous entendez, pardon, mais c'est moi, vous m'entendez pas. Ah. Vas-y. Voilà, comment en ayant observé certaines choses, certains problèmes, on va pouvoir en résoudre d'autres. Il y a un autre mot-clé qui est probing. P-R-O-B-I-N-G, donc en anglais ça veut dire aller mesurer à quel point telle ou telle chose a été apprise par le modèle. Et puis enfin il y a la notion de comportement émergent, c'est-à-dire comment typiquement certaines formes de raisonnement vont émerger sans qu'on les ait rentrées en dur dans le modèle. Oui, d'accord. Et donc oui, désolé, là je parle plutôt pour le replay, mais c'est vrai que j'ai coupé mon micro parce que j'ai mon ventilateur qui souffle dedans, alors j'ai peur que ça fasse du bruit. D'accord. Voilà. On peut passer. Ça répond à la question en tout cas de lui. Et donc la dernière slide, voilà. Pour l'IA de confiance, donc là aussi c'est un autre terme. Oui. Ce sera le dernier terme pour aujourd'hui, je pense, mais ouais.
Donc voilà. Qu'est-ce que c'est l'IA de confiance? Parce que vous m'avez envoyé ça dans le dans le mail, effectivement. Je me disais, oui. Qu'est-ce que ça signifie alors? Donc c'est l'idée de développer des IA qui sont alignées avec nos valeurs en fait, en tant qu'humains, en tant qu'Européens, qui sont en gros des valeurs d'utilité sociétale de l'IA. Donc de faire en sorte de contrôler ce que l'IA peut faire et ce qu'elle peut pas faire pour pas amener notre société dans une zone risquée. Pour ça, il y a 3 types de mesures. Est-ce qu'on reparle encore de tout ce qui était un peu éthique, justement, avec des IA qui soient pas misogynes, racistes, ou oui, ça revient un peu à la même chose alors? Complètement. Alors, il y a plein de dimensions derrière ça que je vais essayer de vous résumer. En fait, il y a des dimensions qui sont assez techniques, d'autres plutôt légales, et des dimensions sociales. Donc, diverses. Je démarre par les dimensions techniques en haut à gauche. Il y a des notions de robustesse et de sûreté. Vous avez peut-être entendu parler d'exemples adversariaux. C'est l'idée qu'en modifiant un petit peu une image, alors l'exemple typique, c'est une voiture autonome qui doit reconnaître des panneaux routiers. Imaginez que j'ai un panneau stop, et puis en collant un autocollant devant, mais qui ne couvre pas tout le panneau, qui couvre un petit bout du panneau, la voiture, elle va reconnaître que c'est un panneau 90, par exemple. Bon, dans ce cas-là, il y aura peut-être un accident. Et donc, c'est des notions de robustesse, parce qu'en changeant un tout petit peu l'entrée, la sortie est complètement différente. La sûreté, c'est la même idée, c'est être capable de contrôler le comportement pour que la sortie, elle soit dans des bornes acceptables. La transparence, c'est quelque chose de différent, c'est-à-dire que je suis capable, moi, en tant qu'humain, d'interpréter la façon dont l'IA a fonctionné. Pour les réseaux de neurones, en général, c'est très difficile. C'est plus simple à comprendre quand il y a un ensemble de règles qui sont appliquées, comme un des auditeurs expliquait au début. Aujourd'hui, c'est un problème qui n'est pas du tout résolu pour les réseaux de neurones. L'explicabilité, c'est être capable de dire que telle sortie, elle a été générée à cause de telle entrée. Par exemple, s'il y a une IA qui détermine que j'ai ou pas un crédit immobilier, si je ne l'ai pas, j'ai le droit, la loi m'autorise à demander qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi je n'ai pas eu le crédit. Et il faut être capable de me fournir une explication. Cette explication, j'arrive au mot-clé suivant d'équité, il faut qu'elle soit équitable. C'est-à-dire, si on me dit vous n'avez pas eu de crédit parce que vous êtes un homme ou que vous êtes trop vieux ou ce type de réponse, c'est illégal. Et donc, il y a cette question d'équité. Toute une question de discrimination derrière aussi, du coup. Et les discriminations qui peuvent venir soit des données sur lesquelles l'IA a été apprise, soit des biais des personnes qui ont conçu l'IA et qui, volontairement ou involontairement, ont transmis ces biais à l'IA. Et enfin, il y a des questions de protection de la vie privée, puisque nos données personnelles peuvent être utilisées quand on autorise les fournisseurs à le faire. C'est utile pour le développement de l'IA, mais potentiellement, selon les fournisseurs, ça va vraiment empiéter sur notre vie privée. Ensuite, il y a un ensemble de mesures légales à droite. Donc ça, on pourrait se dire que ça sort un petit peu de notre champ en tant que chercheur dans le domaine de l'IA, puisque ce sont des questions légales, mais en fait, pas tellement, parce que c'est important, quand on fait des recherches sur ce sujet, d'être conscient des limites légales derrière. Donc il y a la notion de contrôle humain, dont on a déjà parlé. Pour toutes les décisions qui touchent significativement un être humain, il faut qu'il y ait un humain dans la boucle. Certification, c'est l'idée de dire, un peu comme pour les avions, n'importe quel avion, n'importe quel nouveau modèle d'avion ne peut pas voler. Il faut qu'il y ait une autorité de certification qui fasse toute une série de tests et qui détermine que les chances que l'avion se crache sont inférieures à une certaine probabilité qui est vraiment très 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 faible pour que l'avion ait le droit de voler. Et peut-on faire la même chose pour les systèmes d'IA ? Pour les IA, ouais. C'est vraiment une question ouverte aujourd'hui. C'est compliqué parce que là il faudrait qu'il y ait une unité un peu indépendante finalement capable de faire ça pour le contrôler et autoriser. Oui. Mais bon. En fait, alors c'est compliqué à double titre. Donc il y a un problème, je dirais institutionnel que vous soulignez. Il y a aussi un problème de recherche derrière, c'est-à-dire que comme
pour tester qu'une voiture autonome, par exemple, elle ne va pas se crasher, il faut lui faire observer toute une série de situations dont certaines sont extrêmement peu probables, et donc on n'aura pas les données nécessaires pour le faire observer par la voiture. Faut-il le faire en générant des situations improbables? Sûrement oui, mais c'est pas si simple. Enfin, c'est pas aussi simple à faire. Oui. Voilà, tout est complexe. Protection des données. Dont je pense qu'on a tous entendu parler avec les pop-up sur les pages web. Même chose quand on donne son image ou sa voix. Et puis la dernière question, c'est la responsabilité légale. In fine, si la voiture autonome elle se crache, qui c'est qui est responsable? Est-ce que c'est le constructeur de la voiture? Est-ce que c'est l'ingénieur qui a programmé? Est-ce que c'est la personne qui conduisait, qui aurait dû appuyer sur un bouton? Bon, bref, il y a plein de questions de responsabilité qui se posent. Oui, pas que pour les voitures autonomes d'ailleurs, ça peut être vraiment pour toutes les IA aussi. Si quelqu'un voit ses données publiques dévoilées, ça sera la faute. Qui sera la faute en tout cas? Celui qui a demandé l'information, celui qui a fait l'IA, etc. C'est vrai que ça va être complexe. D'accord. Bon, là, donc, on a fait un peu le tour au moins de ça. Je vais nous remettre à deux. Okay. Petite question de Splagada, justement, qui revenait pour la fin aussi, mais il disait, vu le Far West mondial qui est l'IA, à quel point peut-on faire quoi que ce soit là-dedans? Et, question un peu corollaire, mais vu le délai pour sortir des lois et régulations, n'est-ce pas un peu tôt, finalement, pour réguler? Parce que c'est vrai que comme ça change tellement vite, mais justement, peut-être aussi qu'il faut se dépêcher de réguler. Alors, la loi, elle évolue forcément en fonction des technologies et des usages aussi, qui sont pas toujours prédictibles à l'avance. C'est-à-dire que les technologies, peut-être, on peut prédire un petit peu, mais c'est difficile de savoir à quel horizon exactement ça va émerger, mais ça fait partie de notre boulot de chercheur de faire des warnings quand on a peur que certaines choses se produisent, et c'est le cas en particulier pour les données personnelles. Donc sur les données personnelles, il y a beaucoup de choses qui ont été anticipées, et la loi est sortie assez tôt, sur d'autres questions un petit peu moins. Et donc, non, clairement, en fait, la régulation, il faut en faire tout le temps, et il faut qu'elle évolue aussi vite que possible par rapport à l'évolution des technologies et des usages. Voilà, les usages, c'est compliqué à prédire, malheureusement. On dit on n'a pas encore réussi à réguler Uber. On est en 2009, donc c'est vrai qu'il y a un temps de latence, c'est sûr, de la législation. D'accord. On arrive à 18h, alors je vais peut-être vous libérer. De toute façon, vous m'avez dit vraiment max. Alors... oui, je vais m'arrêter là. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés. Voilà. Je remets le lien d'ailleurs de votre startup aussi, Nifta, pour ceux que ça intéresse d'avoir justement des protections sur leur voix en tout cas, etc. Tout ce qui est vie privée. Vous pourrez aller voir sur ce site-là. Donc voilà. Je vais prendre d'autres questions vu que on a dépassé déjà 18h. Donc un grand merci en tout cas, effectivement comme dit Daito. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Apparemment, vous voyez, les gens disent que c'était merci beaucoup, super intéressant. C'était parfait même, voilà. Les critiques dithyrambiques. Merci beaucoup. Donc, voilà. Au revoir. Eh bien voilà. Moi je reste en live encore, mais en tout cas voilà, je coupe là-dessus pour Emmanuel Vincent. Donc merci encore, et je mettrai le replay sur YouTube, je vous le renverrai aussi avant. Voilà. Merci à vous. Merci, au revoir. Et bonne soirée alors. Au revoir.